Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et mon cerveau est la base de données de tâches de l'équipe. Quelle machine ce Jérémy. Et je suis Adrien Joly, le dev qui se dit depuis plusieurs années que Rust a l'air vachement cool comme langage, mais qui continue quand même à coder en JavaScript. Tu l'as bien cherché. Peut-être un petit peu maso, je me dis parfois, mais bon, on finit par s'attacher. Je connais un peu ce genre de langage, je vais m'attirer les foudres des gens qui nous écoutent et qui aiment Rust, mais je suis pas sûr que t'aimerais. Tous les langages ont des choses belles et des choses moins belles. Même Rust, j'en suis sûr, quand tu fouilles bien. Comment vas-tu, Jérémy, aujourd'hui ? Parfaitement bien. Et toi ? Bah écoute, ça va aussi. Alors, est-ce que nous avons une petite question dans notre boîte aux lettres du SAV ? Ouais, aujourd'hui on va répondre à une question de Louis. Salut le SAV de la tech, ça va ? On a un sujet qui pop en rétrospective sur l'équilibre entre temps de dev et review, qui fonctionne pas très bien chez nous. L'équipe est relativement jeune, composée de 5-6 devs, et un super product owner arrivé il y a peu. Concrètement, les tickets restent ouverts trop longtemps, et trop de tickets ouverts en parallèle. Avez-vous des pistes à proposer pour nous aider à trouver le bon équilibre ? Waouh, j'ai trop de pistes. Mais j'ai envie de dire aux gens, si vous avez des PR ouverts depuis trop longtemps, envoyez un petit commentaire pour nous dire comment ça se passe chez vous, parce que il y a tellement de manières de résoudre ça et tellement de raisons pour lesquelles ça peut se produire que ça me fait penser à plein de choses. Déjà, pourquoi les gens ne reviewent pas ? Parce que s'ils font que dev et que leurs PR ne sont jamais review et ne sont jamais mergés, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils font ? Quelle est leur boîte ? Ils ne produisent pas de valeur. Dans ton point, c'est qu'en gros, ils sont dans cette situation-là parce que les devs ne veulent pas review ? Et donc ça bloque tout le monde ? Je sais pas, il y a une raison pour laquelle ils veulent pas review, mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de code mergé. S'il n'y a pas de code mergé, il n'y a pas de bug fixé, il n'y a pas de feature qui est apportée, etc. Donc c'est un vrai problème. Et pour moi, il faut comprendre les raisons de ce problème-là pour le résoudre. Et je me dis que une raison pour laquelle tu veux pas review des PR, c'est que ça se passe mal peut-être, les reviews, quoi. Louis n'a pas dit que les gens ne reviewaient pas. Oula. Donc peut-être ils adorent faire des reviews et que les reviews durent des jours et des jours à discuter, à pinailler sur des trucs. Oui, mais là t'as mis une tabulation au lieu de mettre des espaces. C'est un peu mon Là tu point, devrais ouais. partager ta ligne en plusieurs lignes pour la lisibilité. J'aime pas le nom que t'as donné à ta fonction. Peut-être qu'au contraire ils aiment trop les reviews. Hein. Ouais. Non, pour revenir plus sérieusement, le centre du problème, j'ai l'impression, il est sur tickets ouverts trop longtemps, trop de tickets ouverts en parallèle. Alors déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi trop longtemps ? Ça veut dire quoi trop en parallèle ? Et en quoi c'est un problème ? Non mais je peux imaginer, c'est genre si ta review elle prend 1000 ans, ou si t'arrives pas à ce que quelqu'un review ta PR, tu commences un autre sujet. Ouais. Donc du coup tu commences à paralyser, tu reviens en arrière, tu switches de contexte, tu perds énormément de temps. Yep. En fait l'équilibre entre temps de dev et review, soit le temps de review est trop élevé, soit il est trop faible, j'ai envie de dire, quoi. Mm-hmm. Ce qu'on a évoqué, c'est qu'il était trop élevé, mais ça peut être aussi qu'il est trop faible, c'est-à-dire que les gens font du dev, commencent trop de trucs, et puis veulent pas passer du temps à review, donc il n'y a pas de temps de review qui est alloué, et puis ils commencent autre chose, vu que leur PR n'est pas review, etc. Donc ça veut dire qu'en gros, leur demande de modification reste bloquée dans une étape. Ouais. Et donc les développeurs sont obligés de contexte switcher tout le temps, ce qui est une perte de temps pour tout le monde. Ouais. Bon, ça pour le coup, ça a été prouvé, j'ai plus la ref, mais je pourrais la retrouver. Ça a été prouvé qu'en fait, quand tu as beaucoup de sujets qui sont ouverts en même temps, comment on appelle ça, la performance de l'équipe baisse drastiquement. Ouais. En fait, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait le moins de choses en cours possible. Ça, c'est la meilleure recette de succès quand tu travailles dans une équipe de type agile, où ça dépile du ticket et ça va de réalisation, review, production, quoi. Ça veut dire qu'il y a du focus, et clairement, là, on peut supposer qu'il y a un bottleneck et qu'il faut résoudre ce bottleneck. Mais comme je dis, il y a vraiment deux possibilités, c'est soit il n'y a pas assez de review, soit il y a trop de review, quoi. Ou en tout cas, la review n'arrive pas suffisamment tôt, potentiellement. Oui, enfin, je rentre dans pas assez de review, quoi. Donc, en fait, dans un monde idéal, tu finis d'écrire ta proposition, il faut que quelqu'un, dans l'heure, voire même dans les minutes qui suivent, quelqu'un la review et que ça aille en prod au plus vite, quoi. C'est ça. Ça, c'est le cas où il n'y a pas assez de review, quoi. Il n'y a pas assez de review. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de review beaucoup, parce que ça a été très bien écrit, très bien testé, très bien documenté.
Rien à Oui, dire, enfin, ça respecte le guide de style et ça va en prod, quoi. Pas assez de temps alloué à review efficacement les trucs. Mais ouais, j'ai eu ce problème-là, c'est-à-dire que les gens avaient fini leurs tâches, soumettaient leur pull request, personne ne regarde Slack, la pull request elle reste morte, j'ai envie de dire, quelqu'un comme la personne commence autre chose, etc. Il y a plusieurs manières de gérer cette situation-là. Chez nous, il y a un rôle particulier qui est assigné à un des membres de l'équipe, pour lequel il y a une rotation toutes les semaines, qu'on appelle le interrupt handler. Et que fait le interrupt handler ? Il gère ce genre d'interruption, parce qu'en fait, finalement, quand tu reviews, tu n'es pas en train de coder. Mais si tu es en train de coder, et que, je sais pas, toutes les heures ou toutes les demi-heures que quelqu'un poste une PR, tu dois interrompre ton propre travail pour review. C'est un peu fatigant. Pour gérer ce genre d'interruption, on dédie un rôle pour qu'il y ait une personne qui, toute la semaine, va être attribuée à review les PR pour les faire avancer plus rapidement. Et autre forme d'interruption, quand par exemple il y a un incident en prod, etc., plutôt que tout le monde se défocus, etc., cette personne-là va prendre tout ce qui est interruption. Donc, ça inclut la review. Review toutes les PR pendant une semaine ? Oui, est dédiée à review les PR. Wow. Et donc s'il y a un incident en prod, il n'y a plus de PR lu. Je dirais que ça prend la priorité. Ok, mais bon, effectivement, c'est rare, quoi. Ce qui est bien là, ce qui à mon avis marche avec cette technique-là, c'est que il n'y a plus besoin de faire genre j'ai pas vu la notif qu'il y avait une PR à review, et de se dire que quelqu'un d'autre va la lire. Là, la personne elle est déterminée. Donc si la PR n'est pas lue dans les, je sais pas, quel est le temps associé, tu la 10 minutes, une demi-heure, tu sais qui me pinguer. Ouais. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est le côté ownership. Si tu lances une PR à un groupe, personne ne va le faire. Exactement. Si tu désignes quelqu'un, tu dis j'ai besoin d'une review, Bob review mon truc, c'est pas la même chose, ça va être beaucoup plus efficace. Bon, comme je le disais à l'instant, il y a des trucs que je trouve un petit peu bizarres, c'est que cette personne, je trouve qu'elle a beaucoup de responsabilités qui peuvent parfois être en conflit les unes avec les autres. Un incident en prod, est-ce que ça doit empêcher les gens de continuer à committer du code ? Je sais pas. Certains te diront que oui, parce qu'il faut arrêter la chaîne de production quand la production ne marche plus. Et d'autres te diront, en fait, non, c'est indépendant, on devrait quand même pouvoir shipper des choses. Ouais, mais si t'es interrupt handler, rien ne t'empêche justement d'être commandeur du temps d'interruption et de dire, par exemple... j'assigne quelqu'un à la review de cette PR tu délègues. Et tu délègues. Oui, tu peux déléguer. Il y a d'autres manières de procéder aussi. Sur GitHub, il y a un truc qui s'appelle les code owners, où tu définis des périmètres du code source et tu dis, en gros, si quelqu'un modifie ce périmètre-là, c'est un tel qui est responsable de cette partie-là, et donc c'est un tel ou une telle qui va review. Ouais, ça, c'est quand tu as un scope qui commence à grandir, ça te permet, on va dire, d'assigner des responsables sur du scope spécifique. Mais en l'occurrence, ça dépend si c'est... là, l'équipe est relativement jeune, 5-6 devs, un super PO, donc j'imagine que c'est vraiment au sein de l'équipe qu'il y a une dynamique qui fonctionne pas, quoi. Sauf, peut-être, parce que ça n'a pas été précisé, mais peut-être que c'est déjà toujours la même personne qui review. Peut-être qu'ils ont un tech lead dans l'équipe, et c'est ce tech lead-là qui est censé review tout, et qui son emploi du temps est en conflit avec d'autres trucs, et du coup, les reviews, elles dépilent pas. Encore une fois, il y a trop de possibilités, parce que la question n'est pas suffisamment définie, mais il y a le bottleneck. Effectivement, le bottleneck, ça peut être qu'il y a une personne, et que cette personne ne délègue pas, et que du coup, ça vient faire s'accumuler des pull requests, des reviews en attente qui font que ça n'avance pas assez vite. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut lâcher un peu prise. Cette personne lui dire, t'as envie de tout voir passer, mais à un moment donné, c'est juste plus tenable pour l'équipe, quoi. C'est pas dans le bénéfice de l'équipe que de continuer à réagir comme ça. Et donc, il faut accepter que peut-être qu'un tel, il va pas review au même niveau de qualité ou d'exigence, qui est très personnel, que toi, mais au moins quelqu'un va le faire, et l'équipe peut continuer d'avancer. Et toi, tu peux vaquer à tes occupations qui, manifestement, sont plus importantes que review. Pour en revenir à nos fondamentaux, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre par écrit le problème, de dire, sur le temps moyen de review des PR, il est de temps, on voudrait l'amener à temps, d'identifier le bottleneck, effectivement, est-ce que c'est le team lead qui veut tout review, est-ce que c'est les gens qui review pas assez, et le modèle qu'on propose pour résoudre à ça, si c'est le team lead, tu peux dire, si la PR, elle est ouverte depuis plus de, 3 heures.
alors n'importe qui peut se l'approprier et faire avancer la review. Si c'est le fait que les gens ne se jettent pas dessus, du coup, au-delà d'un certain temps, c'est à toi de désigner une personne spécifiquement. Peut-être avoir un système de reminder ou d'auto-assignation, je sais pas, une fois que c'est ouvert depuis plus de tant de temps, tu as un bot qui fait surfacer ça dans Slack et qui va l'assigner à quelqu'un, je ne sais pas, ou alors tu as un rôle d'interrupteur handler comme je l'ai défini. Le cas qu'on a moins évoqué, effectivement, c'est si le bottleneck, c'est que ça review à fond, voire même les gens se battent un petit peu et qu'on n'arrive jamais à faire aboutir une pull request. Et à ce moment-là, je pense que c'est important aussi de définir des règles sur comment tu vas review, quoi. Est-ce que tu as besoin d'appuyer sur des règles de nommage, etc. Est-ce que tu n'as pas un linter qui peut faire ça pour toi? On en avait déjà parlé dans le passé, mais une fois que tu as établi les règles, c'est plus simple de pas pinailler dessus, entre guillemets, quoi. Donc là, l'hypothèse, c'est on passe trop de temps à review chaque PR parce que ça pipote sur des... Enfin, ça... Non, c'est pas que ça pipote, ça échange sur des trucs qui sont un peu accessoires. Ça pinaille, ouais. Ça pinaille, merci. Bike shading en anglais, ou yak shaving. Ça veut dire ça, yak shaving? Alors, bike shading, c'est quand t'as un vélo et que tu te bats pour chacun avoir le vélo, entre guillemets, quoi. Okay. Et yak shaving, c'est quand t'essayes de tondre le yak, quoi. Donc, il y a beaucoup de poils. Ok, donc en gros, t'arriveras jamais au bout, quoi. Ouais. C'est un truc... ok, très bien, je savais pas. Et ouais, effectivement, dans ce cas-là, en fait, il faut que traiter une review, ce soit pas un chantier monstrueux. Ouais. Donc, qu'est-ce qui peut faire que c'est un chantier monstrueux? Ça peut être, comme tu viens de le dire, ça va encore partir en discussion de ouf, avec guerre de religion, de chacun qui impose ses préférences et machin. Dans ce cas-là, il faut se mettre d'accord sur un guide de style ou quelque chose, ou une convention que tout le monde va adhérer. Ouais. Pour qu'il n'y ait plus ces discussions. Ouais. S'il y a des questions de formatting, on automatise le formatting. Pareil pour le linting, etc. Peut-être mettre aussi le scope de qu'est-ce qu'on peut se permettre de remettre en question au sein d'une paire ou pas. Genre, est-ce que c'est OK d'intervenir sur le nom d'une fonction ou pas? Est-ce que c'est OK de devoir demander à ce qu'il y ait des tests, par exemple, dans une paire? Ça peut être aussi une raison pour laquelle tu traînes sur une paire. S'il n'y a rien qui prouve que ta pull request, que le code que tu as mis dans ta pull request fonctionne comme il devrait, c'est un peu logique qu'il y ait des discussions pour se rassurer sur le fait qu'on va fusionner quelque chose qui marche. Oui, tout à fait. Donc peut-être que ça peut être quelque chose qui peut être imposé, ou en tout cas admis par tout le monde dans l'équipe, que quand on fait on propose un changement qui impacte la production, tu ajoutes quelque chose qui prouve que ton impact il fait ce qu'il est censé faire. Donc un test ou autre. Et idem pour la personne qui apporte la pull request, parce qu'on peut voir l'inverse aussi, c'est-à-dire une profusion de pull requests qui changent des choses en permanence, etc. C'est donc pour la personne qui amène le code, au-delà d'amener des tests qui garantissent que ça l'effet de ce qu'on fait, c'est de documenter le changement. Alors ça peut être des templates de pull request, qui permettent d'expliquer quel est le changement, pourquoi on fait ce changement, quel est le problème qu'on adresse. Ça peut être écrit dans la pull request, ça peut être écrit en dehors de la pull request, ça peut être un lien vers une carte Jira, etc., qui documente le changement, histoire qu'il n'y ait pas non plus des changements dans tous les sens pour des raisons inconnues. Donc ça peut être aussi une suggestion qu'on ajoute à notre guide de pull request, de dire tu dois arriver avec une raison pour ta pull request et pas simplement j'ai fait des changements pour faire des changements, quoi. Il faut cocher les cases, quoi. Il faut prouver qu'en gros on sait pourquoi elle est là, la PR, quoi, et pourquoi il faut la fusionner. Je suis limite surpris qu'on n'ait pas parlé plus tôt. Moi, j'ai eu un problème assez similaire de pull request qui traînait à être review. Et une des raisons, c'était que les pull requests en question étaient très très grosses. T'avais un très gros diff. Genre quelqu'un qui avait bossé pendant 3 semaines sur un truc, il te pond une pull request de 5000 lignes de diff. En fait, il y a deux positions possibles face à ça. C'est soit looks good to me parce que t'as la flemme de te taper les 5000 lignes et t'as envie de passer à autre chose. Et tu dis, de toute façon, sinon il faudrait que j'y passe 5 heures et j'ai pas le temps. Soit, en fait, tu vas passer un temps impossible à review la PR et forcément il y aura des trucs à redire. Parce que sur une telle couverture de changement, forcément il y aura des choses sur lesquelles tu vas vouloir rebondir et ça va partir en discussion. Donc, dans ce cas-là, dans ce genre de cas, la convention qui peut être mise en place, c'est de dire, on limite la taille des pull requests. Une manière simple de le faire, c'est de dire qu'une pull request, elle est censée faire qu'une seule chose. C'est-à-dire que soit tu corriges un bug, soit tu ajoutes une feature, soit tu refactores,
Ça Mais tu fais pas les 3 dans la même paire. Ça vient avec l'explication de ce que tu es en train de faire, Ouais. c'est tu ne dois faire qu'une seule chose. Bon, après, des fois, il y a des changements qui introduisent la génération de code ou de l'automation, etc. Et justement, c'est super important de savoir découper ces pull requests il y a eu le changement avec l'automation et on voit que c'est la même chose partout et qu'il n'y a pas d'exception. C'est super rapide à review. Ouais. Et ensuite, d'autres changements. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit et j'invite les gens à redécouper leur PR pour faire une seule chose, la faire bien. Et si c'est quelque chose qui est plus systématique, essayer de le séparer effectivement du reste pour que ce soit gérable de review et prendre en compte effectivement le temps du reviewer, quoi, parce que... Par automation, tu voulais dire par exemple, je fais un find and replace dans la codebase, il y a 1000 occurrences. Ouais, ça peut être ce genre de truc, quoi. Ou par exemple, j'avais du code qui générait des snapshots de code généré, donc tu changes un truc, ça génère 10 000 fichiers. Ça fait un gros diff alors qu'en fait t'as fait qu'une opération atomique. Et si tu fais ton opération atomique plus 3 autres changements dans le code, comme tu l'as dit, effectivement, tu as 10 000 fichiers plus tes 3 autres changements, l'enfer à review, quoi, tu sais pas. En fait, voilà, en résumé de tout ça, j'ai envie de dire, peut-être ça vaut le coup que l'équipe prenne du recul sur qu'est-ce qui se passe lors d'une review. Ouais. Est-ce que les gens ils mettent LGTM looks good to me tout de suite sans regarder ce qui s'est passé, sans poser de questions? Est-ce qu'à l'inverse il y a des grosses discussions dans ce cas, sur quoi portent les discussions? Et est-ce qu'il y a des opportunités pour tacler ça de manière automatique pour que la discussion n'ait plus besoin d'avoir lieu? Ou alors on l'a une bonne fois pour toutes, on en fait un guide de style et on automatise? Et voire même, des fois j'ai vu des cas où ça discute parce que tu te rends compte que l'auteur ne s'est pas suffisamment posé soit sur le besoin qu'il fallait tacler, donc en gros il a tapé peut-être à côté, quoi, ou voire même sur la conception. Il a fait un truc qui colle pas, qui va pas scaler, et ça, encore une fois, l'opportunité dans ce cas-là, ça va être de dire, avant de commencer à coder, on se met d'accord avec l'équipe, tu fais une pré-review sur quel est le projet et comment on compte le tacler dans les grandes lignes. Tu peux faire un petit document, tu vois. La même chose que tu mettras dans ta description de PR, tu prépares un petit document, ça peut être une page de notion, un truc comme ça. Tu poses le problème que tu vas résoudre, tu expliques le design que tu vas mettre en œuvre, et t'en discutes avant. Et à la limite, tu en parles durant un sync d'équipe, un stand-up, machin, ou un meeting spécifique. Comme ça, tout le monde sait à quoi il va s'attendre lors de la review, en particulièrement si c'est un changement plus large, quoi. Pour les petits changements ou les petites pierres, on peut accepter une review plus rapide, effectivement. J'aimerais peut-être rajouter un dernier truc. Mais je t'en prie. Peut-être. Je te remercie. En fait, il y a peut-être aussi de la réticence par rapport à la responsabilité de... imagine, on fusionne un truc, ça va en prod et ça pète. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'auteur, le reviewer, les deux? Ça pourrait expliquer que des gens traînent un petit peu des pattes avant de le review, sauf si on le force à le faire. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à se demander sur qui est responsable de quoi. Est-ce qu'il y a des risques qu'une PR fasse de gros dommages en production ou pas? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger ce poids et ce risque, en fait? Pour que les gens ils aient pas besoin de réfléchir, de faire preuve d'un énorme courage avant de se dire ok, je vais être la personne qui va review la PR, quoi. Oui, là c'est... Enfin, excuse-moi, mais t'ouvres un truc tellement vaste que j'ai pas envie de l'aborder, quoi. On va le splitter presque en 2 épisodes. Vas-y, chute, non, vas-y. Et je commencerai par un truc basique, mais il y a un truc dans ma boîte, on dit blameless culture. L'idée, c'est que effectivement, s'il y a un truc qui se produit en prod, plutôt que de dire c'est la faute à machin ou quoi que ce soit, on parle effectivement du problème, de la cause du problème, comment on l'a résolu, etc. Et comment ça a pu se passer. Et essayons de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne se reproduise pas, etc. Donc ça, c'est une thématique réellement à part entière, mais je pense que au fond du fond, pour le manager, etc., parce que c'est un peu mon rôle, mais là où je poserai le truc, c'est que chacun doit assumer la responsabilité et own son code, et la même pour les reviewers, c'est-à-dire avoir la sensation que tu fais un job important, aussi important que la personne qui commit, et avoir une bonne sensation d'équilibre sur le fait de faire atterrir les PR en prod, vs ce que tu gagnes en reviewant et en t'assurant que le code est bon, etc. Donc c'est vraiment donner aux gens la bonne sensation sur l'importance et le poids de ces 2 éléments, quoi. C'est la responsabilité et la conséquence de ce que tu fais quand tu reviews et quand tu apportes une PR.
Et du coup, les devs vont avoir encore plus la peur de Review, suite à ce que tu dis. Et le problème se recrée. Non, mais sous une forme... Non, mais évidemment, il faut avoir appliqué tous les autres conseils qu'on a proposés avant pour que ça puisse fonctionner. Sous une forme blameless. Mais oui, encore une fois, il y a un bottleneck qui a été identifié. Bien penser à formuler le problème, si possible avec des éléments factuels, temps d'ouverture des tickets, de review des PR, etc. Essayer de mettre en place des éléments, enfin en parler avec l'équipe, choisir les éléments qu'on va décider de mettre en place, peut-être les formaliser au sein d'un doc, pour pas non plus que ce soit trop de process et que ce soit trop long à review, mais des éléments qui permettent de, lorsqu'il y a une incertitude, s'y référer pour faire accélérer le processus. Le but, c'est pas de faire du processus pour du processus et de s'y conformer d'une manière qui va nous ralentir, évidemment. C'est d'avoir un référentiel qui nous permet d'aller plus vite. Ouais. Et si jamais vous galérez à trouver cet équilibre, ou vous n'avez pas le temps, ou pas l'envie de le gérer, vous pouvez toujours faire intervenir quelqu'un. Il y a des consultants, des coachs qui sont ravis de vous. Si jamais ça vous intéresse, venez vers nous, on vous recommandera des bonnes personnes pour faire ça, avec plaisir. Donc n'hésitez pas, en particulier Louis, n'hésite pas à revenir vers nous pour nous dire comment la situation a évolué. Est-ce que ces pistes t'ont aidé? Est-ce que ça va mieux depuis? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Bref, on serait vraiment ravis d'avoir des nouvelles. Peut-être même que ça amènera un deuxième sujet pour un autre épisode, qui sait. Très bien, et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Pour cela, il suffit de vous rendre sur notre site, lesav.tech, et nous envoyer votre question. Il y a un petit formulaire. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, mais si vous êtes fier de votre question, on sera ravis de vous mentionner. C'est vous qui choisissez. Eh bien, merci Adrien, et merci à vous, auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt, ciao ciao.